Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le bilan du 11e sommet de mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Réunis au Burundi, les participants ont plaidé pour une revitalisation de cet accord à l'heure où la crise sécuritaire persiste dans l'Est congolais et ce sur fond de tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Prise de parole du Premier ministre marocain Aziz Arranouch face à la Chambre des représentants ce 8 mai. Le chef du gouvernement s'est adressé aux parlementaires en vue de défendre sa politique budgétaire. Une politique qui attise depuis quelques mois les critiques face à l'inflation. Et puis la signature d'un accord de coopération entre le Gabon et la Corée du Sud. Un accord visant à lutter contre le changement climatique. Les détails à suivre dans ce journal. Retour sur le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui s'est tenu à Bujumbura au Burundi. Un rendez-vous marqué notamment par la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais aussi par l'absence des présidents rwandais Paul Kagame et kényan William Ruto. Unanime sur le manque d'avancées constatées, les participants ont plaidé pour une revitalisation de cet accord. Les précisions de Gladys Momba. 2013-2023, 10 ans déjà que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a été signé à Addis Abeba. Une décennie au bilan mitigé, sans grandes avancées, sur fond de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire. J'ai cité la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pour autant d'effets et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser, d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante. Le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Inquiets de cette situation, les signataires ont appelé à des actions rapides pour permettre la désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tous se sont accordés sur la nécessité de revitaliser l'accord cadre signé en 2013 par 13 pays, tel que préconisé en février dernier par l'Union africaine, institution garante de cet engagement, aux côtés de la Confédération internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement d'Afrique australe et les Nations unies. Chacun doit en finir avec les discours de haine et œuvrer pour rétablir la confiance et s'abstenir de toute action susceptible de saper les progrès réalisés pour la paix en RDC. Les Nations unies, à travers notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, continueront à soutenir les initiatives de paix régionales, y compris les mécanismes établis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Une nouvelle feuille de route a été actée pour relancer cette initiative, malgré l'absence des présidents rwandais Paul Kagame et kényan William Ruto, qui dirigent la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le prochain bilan des progrès réalisés se fera à Kampala, en Ouganda, en 2024. Le conflit s'enlise au Soudan malgré l'annonce d'un accord de principe entré en vigueur le 4 mai dernier qui doit s'étendre jusqu'au 11 du même mois. Depuis le 15 avril dernier, Khartoum, la capitale, est le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide. Des violences qui ont fait plus de 500 morts. Et alors que les combats persistent, la situation humanitaire inquiète dans les rangs de l'ONU qui fait état de plus de 700 000 déplacés internes. Gladys Momba. 4e semaine consécutive de combat au Soudan, malgré l'annonce d'un accord de principe pour la prolongation d'une trêve jusqu'au 11 mai. Depuis le 15 avril dernier, les quelques 5 millions d'habitants de la capitale Khartoum sont les otages du conflit opposant l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Hemedti. Au moins 550 personnes ont été tuées et 5000 autres blessées. Les déplacés se comptent par milliers. C'est une tragédie pour le peuple soudanais et une menace supplémentaire pour la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Est.
Plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient quitter le pays dans les jours et les semaines à venir. Le pays est confronté à une catastrophe humanitaire. Des millions de Soudanais sont pris au piège des affrontements et font face à une insécurité alimentaire croissante. Les combats doivent cesser immédiatement avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Le Soudan partage des frontières communes avec l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Libye, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Tchad. Depuis le 15 avril dernier, cette zone, dont la situation humanitaire était déjà précaire, a vu arriver une nouvelle vague de réfugiés soudanais. Selon les Nations Unies, il faudrait près de 445 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés de la crise politique soudanaise. Le HCR identifie des sites éloignés d'ici à au moins 50 km pour relocaliser les personnes de la frontière afin que le risque d'insécurité soit au moins résolu, mais aussi leur apporter une certaine assistance. Alors que l'armée régulière soudanaise plaide pour une solution africaine aux problèmes du continent, l'Union africaine, qui a suspendu le Soudan de ses instances suite au coup d'État militaire de 2021, voit sa marge de manœuvre réduite. Les discussions entre les deux camps, entamées le 6 mai en Arabie saoudite, sous médiation américaine et saoudienne, ne concernent aucun volet politique. Elles se limitent à dégager des corridors sécurisés pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Dans l'actualité également, direction le Nigeria, où la justice a démarré ce 8 mai ses travaux relatifs au recours déposé par l'opposition après la présidentielle du 25 février dernier. Un scrutin qui a vu la victoire de Bola Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos. Le candidat du All Progressives Congress était arrivé en tête avec 37% des voix. Des résultats contestés par Peter Obi, qui avait quant à lui obtenu 25% des suffrages. Le candidat du Labour Party avait introduit en mars dernier un recours juridique. Une action également intentée par Atiku Abubakar, arrivé en seconde position. La justice devrait rendre son verdict d'ici quelques mois. L'actualité, c'est aussi la condamnation en appel d'Ousmane Sonko au Sénégal. L'opposant a écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis, assortie d'une amende de 200 millions de francs CFA. Un verdict rendu ce lundi 8 mai par la Cour d'appel de Dakar dans le cadre du procès intenté par Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme. Le leader du PASTEF a été condamné pour diffamation et injure publique. Une condamnation qui pourrait compromettre ses ambitions présidentielles pour février 2024. Son éligibilité à ce scrutin est aussi menacée par l'affaire Sweet Beauty, affaire pour laquelle il avait été arrêté en 2021 après une plainte pour viol et menace de mort déposée par une salariée d'un salon de massage à Dakar. Le procès devrait s'ouvrir le 16 mai prochain. Au Maroc, le Premier ministre Aziz Arranouch était face aux parlementaires ce lundi 8 mai. Le chef du gouvernement est venu défendre sa politique budgétaire dans un contexte de pression inflationniste. Une politique vivement critiquée, notamment par les Marocains, affectés par un taux d'inflation qui a atteint 9,4% au cours du premier trimestre 2023. Un sujet de la rédaction. Le Maroc doit-il revoir sa stratégie budgétaire ? Face à une inflation croissante, les autorités sont depuis quelques mois sous le feu des critiques. Un contexte économique difficile qui a poussé le Premier ministre Aziz Arranouch à défendre sa politique devant la Chambre des représentants. Devant les parlementaires ce 8 mai, le chef du gouvernement est notamment revenu sur l'actualité internationale marquée entre autres par la guerre en Ukraine, un conflit aux lourdes répercussions sur l'économie mondiale. Loin des discours politiciens et superficiels, force est de constater que les mutations survenues sur la scène internationale laissent présager davantage de défis dont la portée et l'ampleur échappent au contrôle, notamment dans le sillage de la course engagée par les différents pays du monde après la crise sanitaire pour obtenir des ressources en vue de consolider leur souveraineté nationale. Au mois de février dernier, le taux d'inflation du Royaume s'est chiffré à 9,4% au premier trimestre 2023, selon les données recueillies par le Haut Commissariat au Plan. Un chiffre bien plus important que celui recensé l'année dernière à la même période et estimé à 4%. À ces chiffres s'ajoute également une hausse des prix des produits alimentaires d'environ 20% en un an.
Une flambée des prix qui, parallèlement, est venue alimenter la grogne sociale. À l'appel des syndicats, les Marocains s'étaient rassemblés en avril dernier dans plusieurs villes du pays en vue de protester contre la cherté de la vie. La colère des citoyens était d'autant plus forte durant le mois de Ramadan. Pour tenter de contenir l'inflation, la Banque centrale du Maroc avait annoncé en mars dernier une nouvelle hausse de son taux directeur à 3%. Un mois plus tôt, le gouvernement avait décidé de suspendre l'exportation vers l'Afrique de l'Ouest de certaines denrées telles que la tomate et la pomme de terre. Une mesure destinée aussi à assurer la sécurité alimentaire du royaume, menacé par la sécheresse. On reste au Maroc, qui abritait parallèlement la 15e édition du Salon international de l'agriculture organisé à Meknès. En marge de cet événement qui s'est achevé le 7 mai, OCP Africa a tenu à réitérer son engagement pour préserver la sécurité alimentaire du continent. Une sécurité menacée notamment par le changement climatique. Face à l'urgence de la situation, le groupe OCP compte octroyer cette année 4 millions de tonnes d'engrais au profit du continent. Marcel Kouassi. Pour relever le défi de la souveraineté et la sécurité alimentaire sur le continent, OCP Africa, filiale du groupe OCP, mise sur le renforcement de la chaîne de valeur agricole par la distribution des engrais et la proposition de solutions complètes aux agriculteurs, notamment par le biais de la formation et du financement, un engagement à long terme qui s'appuie sur un écosystème de partenaires riches et multiples, en marge de la 15e édition du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu du 2 au 7 mai 2023 à Meknès au Maroc. Le responsable de la filiale a souligné l'engagement de OCP Africa à contribuer à l'augmentation de la production agricole du continent. Le groupe OCP, à travers sa filiale OCP Africa, qui elle-même détient 12 filiales au niveau du continent africain, est engagé pour supporter et contribuer avec les autres acteurs partenaires à cette transformation agricole de manière durable du continent africain. Donc c'est une augmentation de la production en harmonie avec les enjeux climatiques, avec l'environnement. Et donc à ce titre, nous avons un grand nombre d'actions que nous mettons en place à travers nos différents partenaires. En plus de sa population qui devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050, l'Afrique dispose de plus de 60% des terres arables non cultivées du monde, des atouts pour développer son agriculture, mais qui restent sous-exploités. Du fait de la situation d'urgence constatée ces dernières années sur le continent, la filiale OCP entend accompagner les producteurs sur d'autres plans, tels que la formation ou encore la facilitation d'accès aux marchés financiers. Effectivement, du fait de la situation d'urgence qui a eu lieu notamment l'année dernière, à partir de l'année dernière, sur la sécurité alimentaire, nous sommes également mobilisés pour répondre à cette situation d'urgence, notamment, donc à titre illustratif, en mettant à disposition 550 000 tonnes d'engrais entre des donations et des discounts sur une vingtaine de pays au niveau du continent africain. Donc ça, c'était pour répondre à la situation d'urgence et c'est une action qui est importante au niveau mondial. Et qui est également accompagné, qui ne vient pas juste par une action de support en termes de sécurisation d'intrants, mais qui est accompagné par tous ces dispositifs de formation, d'accompagnement des fermiers, de renforcement de leurs capacités, de facilitation de leur accès au marché. Dans le cadre du soutien qu'il apporte à l'Afrique, le groupe OCP s'est engagé à allouer plus de 4 millions de tonnes d'engrais au continent en 2023, soit plus d'un quart de sa production mondiale, ce qui va permettre de combler jusqu'à 80% des déficits en engrais de l'Afrique. Le Gabon poursuit ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le pays a scellé en ce sens un accord avec la Corée du Sud. Par ce partenariat, les deux pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de cet accord, des offres de formation devraient aussi être présentées aux Gabonais en vue de renforcer les capacités du pays. Paul-Marcel Mayagui. À l'échelle mondiale, 400 millions de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année dans l'atmosphère selon la Banque mondiale. Le Gabon, depuis la mise en œuvre de sa politique d'exploitation durable de la forêt, absorbe annuellement plus de 100 millions de tonnes nettes d'équivalent de CO2.
Fort de cette expérience, le pays est de plus en plus sollicité pour son expertise en matière d'exploitation forestière. C'est dans ce cadre qu'un accord de coopération sur les changements climatiques a été signé entre le pays d'Afrique centrale et la Corée du Sud. Cet accord devrait permettre de synchroniser les actions des deux États dans la réduction et la suppression des gaz à effet de serre. La Corée, c'est un pays industriel qui émet beaucoup de CO2. Le Gabon, c'est le pays le plus positif en carbone qui enlève du CO2 de l'atmosphère. Donc on a signé un accord pour travailler ensemble, pour voir comment, d'un côté, le Corée peut venir investir dans le développement durable au Gabon, investir dans la forêt, dans la transmission du bois. Avec ses 22 milliards d'hectares de forêt, dont 14,5 millions sont attribués à l'exploitation forestière, le Gabon est devenu en 2021 le premier pays à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions forestières. Aujourd'hui, le Gabon entend mettre sur le marché des crédits carbone de près de 200 millions de tonnes de carbone. Mais également voir si on ne peut pas faire un accord entre le Corée et le Gabon pour un échange de crédits carbone, pour que le Gabon aide le Corée à réduire ses émissions de CO2. Donc le premier pas, c'est cet accord qu'on vient de signer. Maintenant, nos équipes vont travailler ensemble pour que les Coréens voient comment on travaille au Gabon. Depuis une vingtaine d'années, le Gabon procède à la mise en application de sa politique forestière afin d'allier développement industriel et gestion durable de ses ressources naturelles pour sortir de sa dépendance au pétrole. Recouvert à 88% par une forêt luxuriante, le Gabon s'est engagé à sanctuariser 30% de son territoire en aire protégée d'ici 2030. La signature de cet accord intervient 3 mois après la tenue du One Forest Summit, qui avait réuni à Libreville chefs d'État, organisations non gouvernementales et scientifiques pour débattre de la meilleure façon de protéger les forêts du bassin du Congo, celles de l'Amazonie et du sud-est asiatique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.